À Thanksgiving, mes parents ont annoncé qu'ils voulaient que tous les petits-enfants passent la nuit chez eux et que le lendemain, ils les emmèneraient au parc. Puis ils se sont tournés vers moi en disant, « Ta fille ne se joindra pas à nous. Elle demande trop d'attention. Nous ne pouvons pas la laisser gâcher le moment pour tous les autres enfants. » Ma fille de 6 ans s'est mise à pleurer. Je veux y aller, moi aussi. Ma sœur a perdu les pédales et a lancé la fourchette qu'elle tenait droit vers son visage, ce qui l'a fait tomber par terre. J'ai commencé à hurler, « Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est qu'une enfant. » Ma mère a crié, « Enlève-la, c'est tout. » J'ai attrapé un marteau dans le sac de mon père et l'ai abattu sur le visage de ma sœur jusqu'à ce que mon père me l'arrache des mains et me donne des coups de pied. « Prends ta sale gosse et ne remets plus jamais les pieds ici. » Quand j'ai transporté ma fille d'urgence à l'hôpital, ils m'ont annoncé la terrible nouvelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de détruire tout ce qu'ils possédaient. Ma fille Chloé est autiste. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 3 ans. Et à partir du moment où le neuropédiatre nous a annoncé la nouvelle, mon monde entier a basculé sur son axe. Pas de la manière que la plupart des gens imaginent quand je leur raconte ça. Chloé est devenue ma raison de me lever chaque matin, de surmonter l'épuisement, de devenir plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Elle m'a appris une patience que je ne me connaissais pas et un amour si féroce qu'il m'en coupe parfois le souffle. J'ai 32 ans, je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats de taille moyenne à Columbus, en Ohio. Mère célibataire par la force des choses plutôt que par choix. Après que le père de Chloé a décidé qu'élever une enfant ayant des besoins spéciaux ne faisait pas partie de son projet de vie, il a renoncé à ses droits parentaux quand elle avait 4 ans, a déménagé en Californie, et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Son absence a creusé une blessure qui a mis des années à guérir, mais j'ai fini par réaliser que quiconque est prêt à abandonner son propre enfant ne méritait de toute façon pas de place dans nos vies. Ma famille, les Preston, a toujours été compliquée. Ma mère, Gloria, et mon père, Donald, ont bâti leur réputation dans notre petite communauté de banlieue sur les apparences, adhésion au country club, gala de charité, la pelouse parfaitement entretenue qui a remporté le prix de l'association de quartier 3 années de suite. Ma sœur aînée Danielle, 36 ans, a fait un beau mariage. Son mari, Mitchell, vient d'une famille fortunée de longue date, sa famille possédant une chaîne de concessionnaires automobiles à travers le Midwest. Ils ont 3 enfants, les jumeaux Brandon et Madison, tous 2 âgés de 8 ans, et le petit Oliver, qui vient d'avoir 5 ans. En grandissant, Danielle était l'enfant chéri, reine de beauté, reine du bal de promo, présidente de sa sororité à l'Université d'État de l'Ohio. J'étais la discrète, celle qui préférait les livres aux fêtes, qui a obtenu son diplôme avec mention mais n'a jamais tout à fait mérité les mêmes regards admiratifs de nos parents. La disparité s'est accentuée après le diagnostic de Chloé. Ma mère ne l'a jamais dit ouvertement, mais je pouvais lire la déception dans ses yeux, la façon dont elle soupirait lourdement chaque fois que Chloé avait une crise en public. Les commentaires subtils sur à quel point ça devait être épuisant d'avoir une enfant qui ne pouvait pas, juste être normale. Chloé a besoin de structure et de routine. Elle fréquente une école spécialisée pendant la semaine et a des séances d'ergothérapie 2 fois par mois. Les bruits forts la submergent. Les changements inattendus dans son emploi du temps peuvent déclencher de l'anxiété, et elle a du mal à lire les signaux sociaux. Mais elle est aussi brillante d'une manière qui me surprend constamment. Sa mémoire est extraordinaire. Elle peut se souvenir de conversations d'il y a des années avec une précision parfaite. Elle a appris à lire seule à 4 ans, dévore des livres sur la biologie marine et rêve de devenir une biologiste marine qui étudie les poulpes, parce que, comme elle le dit à tout le monde, ils ont 3 cœurs et du sang bleu. Les problèmes lors des réunions de famille ont commencé progressivement. Au début, mes parents faisaient des efforts pour inclure Chloé, même si ces efforts semblaient forcés. Ils lui aménageaient un espace calme, me prévenaient des changements d'horaire, me demandaient quelle nourriture elle pouvait tolérer. Mais au fil des ans, alors que leurs autres petits-enfants atteignaient les étapes de développement attendues tandis que Chloé restait différente, leur patience s'est érodée comme une côte face à des vagues incessantes. Noël dernier a été la première fois qu'ils l'ont explicitement exclue. Un voyage pour voir Casse-Noisette au théâtre du centre-ville. Tous les petits-enfants sauf Chloé, parce que les théâtres seraient trop écrasantes pour elle.
J'ai ravalé ma peine et j'ai emmené Chloé faire du patin à glace à la place, juste nous deux. Et elle a tellement ri qu'elle a failli tomber une douzaine de fois. Je me suis convaincue que c'était bien, qu'ils avaient raison sur le fait que le théâtre était trop pour elle, que j'étais trop sensible. Puis est venue Pâques, une chasse aux œufs en famille dans leur immense jardin. Mais Chloé n'a pas été invitée car, les activités compétitives la rendent anxieuse. En juin, des vacances à la plage où ils ont loué une maison assez grande pour tout le monde, sauf pour nous. L'océan serait trop stimulant, ont-ils prétendu. Les excuses de ma mère devenaient de plus en plus minces, sa voix portant ce ton particulier de sympathie forcée qui me donnait la chair de poule. J'aurais dû les affronter plus tôt. J'aurais dû exiger un meilleur traitement pour ma fille. Mais le truc avec la famille, c'est que l'espoir meurt lentement. On continue de croire qu'un jour, ils verront ce que vous voyez. Que l'amour l'emportera sur les préjugés. Que les liens du sang compteront plus que la commodité. On se dit que la prochaine fois sera différente, tout en sachant au fond de soi que rien ne changera à moins de forcer les choses. Thanksgiving est arrivé avec un temps anormalement doux. Des températures avoisinant les 10 degrés Celsius qui semblaient un cadeau après des semaines de ciel gris de l'Ohio. J'ai habillé Chloé de sa robe violette préférée, celle avec de minuscules étoiles argentées brodées le long de l'ourlet. Elle s'était préparée pour ce dîner pendant 2 semaines. Nous avions travaillé sur des sujets de conversation, passé en revue qui serait là, créer un emploi du temps visuel des événements de la journée. J'avais emporté son casque anti-bruit, son coussin lesté, ses objets de réconfort, tout ce dont elle pourrait avoir besoin pour naviguer dans une situation potentiellement écrasante. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 40 minutes. Chloé était assise sur la banquette arrière, parlant de l'épisode de Thanksgiving de sa série documentaire marine préférée, expliquant comment les loutres de mer se tiennent la main pendant leur sommeil pour ne pas dériver. Je la regardais dans le rétroviseur. Cet enfant remarquable qui voyait l'émerveillement en tout, et je sentis mon cœur gonfler d'un amour protecteur. La maison de mes parents se trouvait au bout d'une impasse, une grande demeure coloniale avec des colonnes blanches et des volets bordeaux. La Tesla de Mitchell était déjà dans l'allée à côté de la Lexus de mon père. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'aie détaché ma ceinture, ma mère apparaissant dans l'embrasure, portant un tablier qui disait « Béni au-delà de toute mesure ». L'ironie allait bientôt devenir évidente. À l'intérieur, la maison sentait la dinde rôtie et la cannelle. Mon père se tenait près de la cheminée, sirotant un verre de bourbon, en pleine conversation avec Mitchell sur quelque chose concernant des portefeuilles d'actions. Daniel est sorti de la cuisine, impeccable dans une robe pull couleur crème, ses cheveux méchés tombant en vagues parfaites. Les jumeaux jouaient à un jeu vidéo dans le salon tandis qu'Oliver se baladait avec un dinosaure en peluche. Chloé me tenait fermement la main, ses yeux balayant la pièce, absorbant toutes les informations sensorielles. Je l'ai guidée vers le coin tranquille dont nous avions discuté, je l'ai aidée à s'installer dans le grand fauteuil avec son coussin lesté et son livre sur les céphalopodes. Elle a commencé à lire immédiatement, ses lèvres bougeant légèrement alors qu'elle absorbait des informations sur les remarquables capacités de camouflage de la pieuvre mimétique. La préparation du dîner a occupé les 2 heures suivantes. J'ai aidé dans la cuisine, épluchant les pommes de terre et arrangeant le plateau de fromage pendant que ma mère et Daniel discutaient des vacances à venir. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir les enfants dans le jardin, les jumeaux tapant dans un ballon de foot, Oliver courant après eux sur des jambes chancelantes. Chloé est restée dans son fauteuil, contente dans son propre monde, levant occasionnellement les yeux quand quelqu'un passait. À 17 heures, nous nous sommes réunis autour de la table à manger. Mes parents s'étaient surpassés. Le festin comprenait de la dinde, du jambon, 5 accompagnements différents, des petits pains faits maison et 3 sortes de tartes qui attendaient sur le buffet. Chloé était assise à côté de moi, son assiette soigneusement arrangée avec la nourriture spécifique qu'elle pouvait tolérer, blanc de dinde nature, purée de pommes de terre sans sauce, un petit pain. Elle se débrouillait remarquablement bien, et j'ai senti un frémissement d'optimisme, pensant que peut-être ce Thanksgiving serait différent. Mon père a tapoté son verre de vin avec une fourchette pour attirer l'attention. La conversation s'est tue. Tout le monde s'est tourné vers le bout de la table où il était assis, l'air distingué dans sa veste de sport, ses cheveux argentés soigneusement peignés en arrière. Avant de rendre grâce,
a-t-il commencé, sa voix portant cette gravité particulière qu'il réservait aux annonces, Gloria et moi avons quelque chose de spécial de prévu. Cette année, nous voulons créer des souvenirs impérissables avec nos petits-enfants. Alors ce soir, tous les enfants resteront dormir et demain matin, nous les emmènerons au parc Riverside. Nous avons réservé une aire de pique-nique privée, des balades à poney, tout le tralala. Des bavardages excités ont éclaté parmi les enfants. Brandon a levé le poing tandis que Madison poussait des cris de joie à propos des poneys. Même le petit Oliver a applaudi, se laissant emporter par l'enthousiasme de ses frères et sœurs. À côté de moi, Chloé a levé les yeux de son assiette, ses yeux s'illuminant d'intérêt. « Je veux aller au parc aussi », a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers la table. La température dans la pièce a semblé chuter. Ma mère a échangé un regard avec mon père, un de ces regards chargés qui communiquaient des conversations entières sans un mot. Daniel est soudainement devenu très intéressé par la découpe de son jambon en carrés précis. « Eh bien, ma chérie », a commencé ma mère, sa voix adoptant ce ton mielleux que j'avais appris à redouter. Cette sortie particulière est vraiment plus adaptée pour pour les autres enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma voix est sortie plus sèche que prévu. Mon père s'est éclairci la gorge. Ne faisons pas de scène ? Rebecca. Tu sais comment ça se passe. Chloé demande beaucoup d'attention et nous ne pouvons tout simplement pas diviser notre attention quand nous sommes responsables de 3 autres petits-enfants. Elle pourrait avoir une crise et cela gâcherait l'expérience pour tout le monde. Une crise, ai-je répété, l'incrédulité me laissant presque sans voix. Elle est assise ici, se comportant parfaitement bien. Elle attend ce dîner avec impatience depuis des semaines. C'est exactement notre point, a interjeté ma mère doucement. Pense à toute la préparation que ce simple repas a nécessité. Maintenant, imagine une nuit entière, plus une sortie dans un parc bondé. Ce n'est tout simplement pas faisable. Elle ne peut pas se joindre à eux. Et c'est final. Nous ne pouvons pas la laisser gâcher le moment pour tous les autres enfants. Chloé a compris chaque mot. À 6 ans, elle comprenait bien plus que n'importe qui dans cette famille ne lui en donnait le crédit. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler, et des larmes ont rempli ses yeux. « Je veux y aller aussi », a-t-elle répété, sa voix se brisant. « Pourquoi je ne peux pas y aller ? Je serai sage, je le promets. »« Maman, pourquoi mamie ne veut pas que je vienne ?» Les larmes ont coulé sur ses joues, et elle s'est mise à pleurer. Pas un caprice, pas une crise de colère, juste le pur chagrin d'une enfant à qui l'on venait de dire qu'on ne voulait pas d'elle. Le son a brisé quelque chose en moi, libérant des mois de colère et de blessures refoulées que j'avais gardées en moi pour le bien de la paix familiale. Tu vois, a pris la parole Daniel, faisant un geste vers Chloé avec ses doigts parfaitement manucurés. C'est exactement de ça que nous parlons. Elle ne peut même pas gérer une simple conversation sur des projets sans s'effondrer. Comment est-elle censée gérer une journée entière au parc ? Elle pleure parce que vous venez de lui dire qu'elle n'est pas la bienvenue, ai-je répliqué, ma voix s'élevant. N'importe quel enfant pleurerait. Brandon a pleuré pendant 1 heure le mois dernier parce que tu ne voulais pas lui acheter un jeu vidéo. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas gérer les sorties non plus ? C'est complètement différent et tu le sais très bien. Le visage de Daniel est devenu rouge. Les pleurs de Chloé se sont intensifiés. J'ai tendu la main vers elle, essayant de la réconforter, mais la situation avait échappé à mon contrôle. Mes parents étaient assis à chaque bout de la table, l'air mal à l'aise, mais ne faisant aucun geste pour intervenir. Mitchell étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Les jumeaux regardaient avec une curiosité non dissimulée, tandis qu'Oliver, sentant la tension, commençait à gémir. « Je veux aller au parc », sanglotait Chloé. « Je veux monter sur les poneys. S'il te plaît, mamie, s'il te plaît. » Ce qui s'est passé ensuite se rejoue dans mon esprit au ralenti. Chaque détail est gravé dans ma mémoire avec une clarté horrifiante. Daniel a poussé un son de pure frustration, un bruit guttural qui semblait venir de quelque part de primal et de lait. Sa main a bougé. Je l'ai vu, mais je n'ai pas pu traiter l'information assez vite, et la fourchette qu'elle tenait a volé à travers la table. Le temps s'est fracturé. La fourchette tournoyant dans l'air éclairé par les bougies. Le visage de Chloé,
taché de larmes, se tournant vers le mouvement. Le son, le métal frappant la chair, suivi du cri de ma fille alors qu'elle tombait de côté de sa chaise, s'écrasant sur le parquet. J'étais debout avant de savoir que j'avais bougé. Chloé gisait, recroquevillée à côté de la table, ses mains pressées contre son visage, du sang s'infiltrant entre ses petits doigts. La fourchette l'avait frappée près de son œil gauche, les dents laissant des entailles profondes sur la peau délicate de sa pommette. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le cri est sorti de ma gorge, brut et primal. Ce n'est qu'une enfant. Elle a 6 ans. Daniel avait pâli, ses mains toujours tendues après le lancer. Un instant, quelque chose comme de l'horreur a traversé ses traits avant de se durcir en une attitude défensive. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle gâchait tout. Elle saigne. Ma fille saigne parce que tu lui as jeté une fourchette au visage. Je me suis agenouillée à côté de Chloé, essayant d'évaluer les dégâts pendant qu'elle hurlait de douleur et de terreur. Ma mère s'est levée de sa chaise, son expression réussissant d'une manière ou d'une autre à transmettre de l'agacement plutôt que de l'inquiétude. Enlève-la et nettoie-la. Pas besoin de faire de drame. Enlève-la. Comme si le visage de ma fille n'était rien de plus qu'un inconvénient à ranger. Comme si le sang qui coulait entre ses doigts n'était qu'une perturbation mineure de leur parfait dîner de Thanksgiving. Quelque chose a craqué en moi. Toutes les années de petite cruauté, les exclusions croissantes, le message constant que ma fille était en quelque sorte inférieure à ses cousins, tout cela a fusionné en une rage blanche. Mes yeux sont tombés sur le sac de travail de mon père près du buffet. La sacoche en cuir qu'il emportait partout parce qu'il était toujours d'astreinte pour son entreprise de construction. Le manche d'un marteau dépassait du haut. J'ai agi sans réfléchir. Le marteau semblait solide et juste dans ma main, son poids canalisant chaque once de fureur que j'avais réprimée. Daniel m'a vu arriver et a commencé à se lever de sa chaise, mais elle n'a pas été assez rapide. J'ai balancé le marteau dans un large arc, attrapant le côté de son visage avec une force dévastatrice. L'impact l'a projeté au sol. Le sang a jailli de son nez et de sa bouche, éclaboussant la nappe blanche comme une œuvre d'art abstraite. Elle s'est effondrée sur le sol, immobile. Mon père m'a plaqué avant que je puisse réaliser ce que j'avais fait. Le marteau a volé de ma main, cliquetant sur le sol. Il m'a arraché à Daniel, son visage tordu de rage, puis son pied a heurté mes côtes 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque coup chassant l'air de mes poumons. Dehors, a-t-il rugi, me jetant littéralement vers la porte. Prends ta sale gosse et ne montre plus jamais ton visage ici. Tu es morte pour cette famille. Tu comprends ? Morte. D'une manière ou d'une autre, j'ai rassemblé Chloé dans mes bras. D'une manière ou d'une autre, j'ai titubé à travers la porte, à travers la pelouse jusqu'à ma voiture. Elle saignait toujours, pleurait toujours, son petit corps tremblant contre le mien. Je l'ai attachée sur le siège arrière, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine manipuler les boucles. Et puis j'ai conduit. Les urgences du Columbus Général étaient un flou de lumière fluorescente et d'odeurs antiseptiques. Une infirmière a jeté un coup d'œil au visage de Chloé et nous a fait passer devant la salle d'attente. J'ai répondu aux questions mécaniquement. Oui, elle a été frappée avec une fourchette. Oui, par un membre de la famille. Oui, je sais que la police devra être impliquée. Ils l'ont emmenée pour un examen, et je me suis effondrée sur une chaise en plastique, mes côtes brisées hurlant de protestation. 20 minutes plus tard, un médecin est apparu. Son badge indiquait docteur Camille Navarro, et son expression a glacé mon sang. Mademoiselle Preston, a-t-elle commencé, sa voix douce mais grave. Les blessures au visage de votre fille, bien que sérieuses, guériront avec des soins appropriés. Mais le traumatisme a causé des complications supplémentaires. La fourchette a frappé dangereusement près de son œil gauche et l'une des dents a pénétré la cavité orbitaire. Il y a eu des dommages directs à l'œil lui-même, spécifiquement à la rétine et aux structures environnantes. La chute qui a suivi a aggravé le traumatisme lorsqu'elle a heurté le sol avec son visage. La pièce a tourné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a perdu une vision significative dans cet œil. Les dommages à la rétine combinés au traumatisme orbital ont entraîné une perte de vision d'environ 60%.
Nous devrons la surveiller de près et il pourrait y avoir des options chirurgicales à l'avenir. Mais vous devez vous préparer à la possibilité qu'elle ne retrouve jamais une vue complète. Je ne me souviens pas avoir crié, mais apparemment je l'ai fait car des infirmières sont arrivées en courant. Ils m'ont finalement administré un sédatif, m'ont donné quelque chose pour le choc, et je me suis réveillée des heures plus tard dans une chambre d'hôpital sombre avec Chloé dormant dans le lit à côté de moi, un bandage couvrant la moitié de son visage. Un détective est venu le lendemain matin. J'ai fait ma déposition avec des lèvres engourdies, racontant chaque détail de ce qui s'était passé. Il a pris des photos de mes côtes meurtries, a documenté les blessures de Chloé et m'a informé que des poursuites seraient probablement engagées contre Daniel pour agression sur mineur causant des lésions corporelles graves, et peut-être contre mon père pour m'avoir agressé. Daniel, ai-je appris, avait été soigné dans un autre hôpital pour un nez cassé, une pommette éclatée, de graves lacérations au visage et une fracture de l'os orbital. Elle a nécessité une chirurgie reconstructrice et porterait des cicatrices permanentes. Une partie de moi se sentait satisfaite. Une plus grande partie se sentait vide. Nous sommes restés à l'hôpital pendant 3 jours. Le gonflement autour de l'œil de Chloé a progressivement diminué, mais l'évaluation de l'ophtalmologiste a confirmé nos craintes. Elle avait perdu environ 60% de la vision de son œil gauche. Avec une thérapie et une éventuelle intervention chirurgicale, il pourrait restaurer une certaine fonction, ou elle pourrait être partiellement aveugle pour le reste de sa vie. Tout ça parce qu'elle avait voulu aller au parc avec ses cousins. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, je me suis assise dans la chambre de Chloé pendant qu'elle dormait, observant le va-et-vient de sa poitrine sous ses draps à imprimer papillon. Le bandage sur son visage brillait d'un blanc dans l'obscurité, un rappel constant de ce que ma famille avait fait. Et dans ce silence, en regardant ma fille blessée, j'ai pris une décision. Détruire ma famille ne serait pas suffisant. Je voulais qu'ils vivent la même dévastation qu'ils avaient infligée à Chloé. La perte, l'impuissance, la connaissance que quelqu'un qu'ils aimaient souffrait à cause de la cruauté d'un autre. Je voulais les voir regarder tout ce qu'ils avaient construit s'effondrer en poussière. J'ai commencé par la collecte d'informations. Des années de travail dans un cabinet d'avocats m'avaient appris comment fonctionnent les enquêtes, quelles preuves comptent et où les gens ont tendance à cacher leurs secrets. Je savais que ma famille avait des secrets. Tout le monde en a. Il me suffisait de les trouver. Mon premier appel a été pour Richard Chen, l'associé principal de mon cabinet, spécialisé en droit de la famille et en litige civil. Il a écouté mon histoire sans interruption, son silence lourd d'une préoccupation professionnelle. Vous avez des motifs pour une poursuite civile, a-t-il dit finalement. Agression causant une blessure permanente à un mineur. Les dommages et intérêts pourraient être substantiels, surtout compte tenu des circonstances. Un membre de la famille attaquant délibérément un enfant ayant des besoins spéciaux. Aucun jury ne verrait cela d'un bon œil. Je veux poursuivre toutes les voies légales disponibles, lui ai-je dit. Poursuite pénale, procès civil, tout ce qu'il faudra. Mais je veux plus. Plus. Je veux les détruire. Tous. Mes parents, ma sœur, son mari, tous ceux qui étaient assis à cette table et qui ont laissé faire. Je veux qu'ils perdent tout ce qui leur est cher. Richard a fait une pause. C'est beaucoup de colère. Ma fille est partiellement aveugle parce que ma sœur lui a jeté une fourchette au visage. Mon père m'a donné des coups de pied alors que j'étais à terre. La seule préoccupation de ma mère était de nettoyer le désordre. Oui. Je suis en colère. Je suis au-delà de la colère et je vais utiliser cette colère de manière constructive. L'enquête a commencé immédiatement. J'ai engagé un détective privé nommé Frank Moretti, un ancien détective de police réputé pour sa minutie. Ses honoraires étaient substantiels, mais j'avais des économies et j'aurais vendu tout ce que je possédais pour financer cette entreprise. En 2 semaines, Frank a livré ses conclusions préliminaires et elles ont dépassé mes plus sombres soupçons. Pendant ces 2 semaines d'attente, j'ai maintenu une façade de normalité. J'allais au travail, je classais des documents, j'assistais à des réunions, je souriais aux collègues qui me demandaient comment je tenais le coup. Jennifer, l'assistante juridique qui occupait le box adjacent au mien, m'apportait un café chaque matin sans que je le demande. Elle n'a jamais insisté pour avoir des détails sur ce qui s'était passé,
offrant simplement une solidarité silencieuse qui signifiait plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Chloé est retournée à l'école après 10 jours. Ses professeurs avaient été informés de la situation, et l'administration a mis en place un soutien supplémentaire pendant sa transition. Les autres enfants regardaient ses bandages avec une curiosité non dissimulée, mais sa meilleure amie, Maya, s'est autoproclamée protectrice non officielle, fusillant du regard quiconque s'attardait trop longtemps ou posait des questions indiscrètes. Les enfants peuvent être remarquablement cruels, mais ils peuvent aussi faire preuve d'une loyauté qui fait honte aux adultes. Je passais mes soirées à faire des recherches, financées en partie par un petit héritage de ma grand-mère que je gardais en épargne pour les urgences. Des heures ont disparu dans les bases de données juridiques, les archives publiques, les documents d'entreprise. L'écran de mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité pendant que Chloé dormait, projetant des ombres bleues sur les murs de notre petit appartement. J'ai appris des choses sur ma famille que je n'avais jamais soupçonnées, des irrégularités financières, des transferts de propriété qui semblaient conçus pour masquer la propriété, des partenariats commerciaux avec des entreprises qui n'existaient que sur le papier. Plus je creusais, plus je trouvais. Des décennies de respectabilité soigneusement construites dissimulant la pourriture à la fondation. Ma tante Denise a appelé une fois, la sœur cadette de ma mère, qui vivait en Arizona et avait toujours existé en marge des réunions de famille. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé par le bouche à oreille familial et voulait exprimer son horreur, non pas face à mes actions, mais à celle de Daniel. Gloria l'a toujours favorisé, a dit Denise, sa voix crépitant à travers la ligne téléphonique. Même quand nous étions enfants, elle avait cette façon de rejeter quiconque ne correspondait pas à son image de la perfection. Je ne suis pas surprise qu'elle ait élevé une fille qui a fini de la même manière. Je suis juste désolée que Chloé en ait payé le prix. Denise a proposé de prendre l'avion pour aider de quelque manière que ce soit. Je l'ai remerciée, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais gérer seule. De plus, l'impliquer n'aurait fait que donner à ma mère une autre cible pour sa fureur, et Denise avait déjà enduré assez de marginalisation de la part de la famille. Les nuits étaient les plus difficiles. Je restais éveillée à rejouer le moment, la fourchette tournant dans la lumière des bougies, le son de l'impact, le cri de Chloé. Parfois, je me redressais en sursaut, convaincue de l'entendre pleurer, pour la trouver dormant paisiblement, son poulpe en peluche serré contre sa poitrine. Le thérapeute appelait ça de l'hypervigilance, une réponse traumatique qui s'estomperait avec le temps. Je n'étais pas sûre de vouloir qu'elle s'estompe. Cette vigilance me semblait nécessaire, protectrice, comme une armure que je ne pouvais pas me permettre d'enlever. Mitchell, le mari de ma sœur, détournait de l'argent de la chaîne de concessionnaires de sa famille depuis des années. Une comptabilité créative qui acheminait des centaines de milliers de dollars vers des comptes offshore. Son père, le patriarche de l'entreprise, restait inconscient de tout, faisant implicitement confiance à son fils. Les preuves étaient accablantes, factures falsifiées, employés fantômes, une trace écrite qui serpentait à travers des sociétés écrans dans le Delaware et les îles Caïmans. L'entreprise de construction de mon père, Preston Building Solutions, avait lésiné sur la qualité sur de multiples projets au cours de la dernière décennie. Matériaux de qualité inférieure, inspecteurs soudoyés, des bâtiments qui respectaient techniquement le code mais violaient l'esprit des réglementations de sécurité. Un complexe d'appartements en particulier a attiré mon attention, un immeuble de 20 unités où le système d'extinction d'incendie avait été mal installé pour économiser des coûts. Un accident en puissance. Et Danielle elle-même avait des secrets. Une liaison avec son entraîneur personnel qui durait depuis près de 2 ans. Photos, messages textes, reçus d'hôtel, tout était méticuleusement documenté par Frank, qui l'a suivi pendant 10 jours sans qu'elle le sache. Ma mère était plus difficile. Les péchés de Gloria Preston étaient plus subtils, cruauté sociale, manipulation émotionnelle, le genre de mal qui ne laisse pas de preuves. Mais Frank a découvert quelque chose d'intéressant dans son passé. Il y a 30 ans, avant d'épouser mon père, elle était fiancée à quelqu'un d'autre. Un homme nommé Robert Thorne, décédé dans un accident de voiture quelques semaines avant leur mariage. Les polices d'assurance avaient généreusement payé, et Gloria avait utilisé cet argent pour s'établir dans le cercle de mon père.
Les circonstances de la mort de Robert avaient été suffisamment suspectes pour justifier une enquête à l'époque, bien que rien n'ait jamais été prouvé. J'ai tout compilé dans des dossiers, organisés et croisés. Les poursuites pénales contre Danielle étaient déjà en cours. Elle avait été arrêtée pour agression et libérée sous caution, sa photo d'identité judiciaire circulant dans les nouvelles locales. Mais ce n'était que le début. La chute de Mitchell est venue en premier. Une dénonciation anonyme au comptable de son père a déclenché un audit interne. Lorsque l'ampleur du détournement de fonds a été révélée, la famille n'a pas seulement licencié Mitchell. Ils l'ont renié. Son père, un homme fier qui avait bâti l'empire des concessionnaires à partir de rien, s'est senti personnellement trahi. Les papiers du divorce sont arrivés à la porte de Danielle 3 semaines plus tard. Les violations de l'entreprise de construction ont été transmises à la journaliste d'investigation du journal local. Harriet Collins avait bâti sa carrière en exposant les malversations d'entreprise, et elle a abordé l'histoire avec la détermination d'un terrier. Lorsque son exposé a été publié, il a fait la une. Les projets de mon père ont été soumis à des inspections d'urgence. L'immeuble d'appartements avec le système d'extinction d'incendie défectueux a été déclaré insalubre, ses résidents évacués en attendant des réparations importantes. Les poursuites judiciaires se sont accumulées de la part de propriétaires en colère découvrant des violations du code dans leur propriété. Preston Building Solutions a déposé le bilan en moins de 4 mois. La ruine financière de mes parents a suivi de manière prévisible. Leur adhésion au country club a expiré. Ils ont déménagé de leur maison coloniale dans l'impasse pour une modeste maison de plain-pied dans un quartier qu'ils auraient méprisé des années auparavant. Le comité de charité de ma mère l'a discrètement retiré du conseil d'administration. Les amis qui avaient assisté à leur gala et joué au bridge dans leur véranda ont cessé de répondre à leurs appels. La liaison de Danielle est devenue publique lors de la procédure de divorce. Les avocats de Mitchell ont été minutieux, utilisant l'infidélité pour négocier un règlement qui la laissait avec un minimum d'actifs. Elle a perdu la maison, la voiture, la maison de vacances dans le Michigan. Les jumeaux et Oliver sont restés principalement avec Mitchell, qui a réussi d'une manière ou d'une autre à réhabiliter son image en se positionnant comme une victime à la fois de son propre mauvais jugement et d'une femme infidèle. Le procès pénal a eu lieu 8 mois après Thanksgiving. Je me suis assise dans la salle d'audience tous les jours. Les dossiers médicaux de Chloé projetés sur des écrans, son ophtalmologiste témoignant des dommages permanents. L'avocat de Danielle a essayé de me dépeindre comme étant également coupable. Après tout, je l'avais attaqué avec un marteau. Mais le jury n'a pas été sympathique à une femme adulte qui avait jeté une fourchette au visage d'un enfant handicapé. Le procureur a soutenu avec succès que mes actions étaient défensives, la réponse d'une mère protégeant sa fille blessée. Danielle a été reconnue coupable d'agression causant des lésions corporelles graves à un mineur. Le juge l'a condamnée à 4 ans de prison d'État, citant la vulnérabilité de la victime et la nature préméditée de l'attaque. Elle avait eu le temps de simplement poser la fourchette, de s'éloigner, d'exercer la moindre mesure de maîtrise de soi, et elle avait choisi la violence à la place. Je les ai regardés l'emmener menotter, ses cheveux autrefois parfaits maintenant mous et sales, ses vêtements de marque remplacés par une combinaison de prisonnier orange du comté. Notre mère pleurait dans la galerie. Notre père regardait droit devant lui, son expression indéchiffrable. Aucun d'eux ne m'a regardé. Pendant tout ce temps, j'ai tout documenté. Chaque article de journal, chaque dossier judiciaire, chaque correspondance d'avocat. J'ai créé un dossier complet qui servirait de preuve si quelqu'un essayait un jour de réécrire l'histoire pour prétendre que j'avais surréagi ou fabriqué la gravité de ce qui s'était passé. La manipulation psychologique avait été l'arme préférée de ma famille pendant des décennies, et je refusais de leur donner des munitions pour une utilisation future. Chloé m'a demandé une fois pourquoi je passais tant de temps sur l'ordinateur, entouré de piles de papier et de dossiers. Je m'assure que les gens qui t'ont fait du mal en subissent les conséquences, lui ai-je dit honnêtement. Elle s'était montrée capable de gérer des vérités difficiles, et je n'allais pas insulter son intelligence avec des mensonges réconfortants. Elle a réfléchi un instant, son bon œil étudiant mon visage avec une perception troublante. Est-ce que ça aide ? La question m'a prise au dépourvu.
J'avais été si concentrée sur les mécanismes de la destruction que je ne m'étais pas arrêtée pour évaluer si cela améliorait réellement quelque chose. Je pense que oui, ai-je dit finalement. Non pas parce que la vengeance répare ce qui s'est passé, mais parce que permettre aux gens d'échapper aux conséquences leur apprend qu'ils peuvent recommencer. L'enfant de quelqu'un d'autre pourrait être le prochain. Elle a hoché la tête lentement, traitant cette information à sa manière méthodique. Comme les poulpes qui se souviennent quels crabes sont dangereux et les évitent à l'avenir. Tu rends notre famille dangereuse à approcher. Je l'ai serrée dans mes bras, m'émerveillant de la façon dont elle pouvait distiller des dynamiques émotionnelles complexes en métaphores de biologie marine qui, d'une manière ou d'une autre, en captaient parfaitement l'essence. Le procès civil s'est réglé à l'amiable pour un montant qui financera les soins médicaux et la thérapie de Chloé pour le reste de sa vie. La contribution de mes parents provenait des dernières gouttes de leurs économies et de la vente de leurs actifs restants. Ils sont maintenant effectivement sans le sou, dépendant de la sécurité sociale de mon père et des petits boulots qu'il peut trouver malgré sa réputation anéantie. L'enquête de Frank sur la mort de Robert Thorne a donné un dernier cadeau. Bien que l'affaire initiale soit restée non résolue, la compagnie d'assurance qui avait payé il y a 30 ans s'est intéressée aux nouvelles informations. Ils poursuivent une action civile pour fraude contre ma mère. Même s'ils ne récupèrent pas l'argent après toutes ces décennies, l'enquête a déterré des souvenirs qu'elle avait enterrés il y a longtemps, la forçant à affronter des questions qu'elle a passé une vie à éviter. 1 an s'est écoulé depuis ce Thanksgiving. Chloé porte maintenant des lunettes, spécialement conçues pour l'aider à compenser sa vision réduite. Elle s'est remarquablement bien adaptée, comme le font souvent les enfants. Son école a organisé des aménagements supplémentaires, et elle s'épanouit sur le plan scolaire. Elle rêve toujours d'étudier les poulpes, et je lui ai promis de l'emmener à l'aquarium de Montrébé l'été prochain. La thérapie aide. Nous voyons toutes les deux des conseillers maintenant, traitant le traumatisme séparément et ensemble. Chloé fait parfois des cauchemars, des souvenirs du visage de sa tante tordue de colère, l'éclat du métal, la douleur. Mais elle est résiliente d'une manière qui ne cesse de m'étonner. Pas plus tard que la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait de la peine pour tante Danielle. Pourquoi, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Parce qu'elle ne m'a pas, a dit simplement Chloé. Et je suis plutôt géniale. Elle n'a pas tort. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Le marteau, l'enquête, le démantèlement systématique de la vie de ma famille. Je referai tout sans hésitation. Certains pourraient appeler ça de la vengeance. J'appelle ça de la justice. Il y a une différence, aussi subtile soit-elle. La vengeance consiste à satisfaire sa propre colère. La justice consiste à s'assurer que ceux qui font du mal aux autres subissent des conséquences proportionnelles à leurs actes. Ma famille croyait pouvoir traiter Chloé comme un objet jetable, comme un être inférieur indigne du même amour et de la même considération qu'ils montraient à leurs autres petits-enfants. Ils croyaient que leur richesse et leur statut les mettaient à l'abri de toute responsabilité. Ils avaient tort. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma mère. 3 pages d'une écriture serrée alternant entre plaidoyer et récrimination. Elle voulait le pardon. Elle voulait voir sa petite fille. Elle voulait que je comprenne qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Que les exclusions étaient destinées à protéger Chloé de situations qui pourraient la submerger. Que l'action de Daniel était un moment de folie passagère provoqué par le stress. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai passée dans ma déchiqueteuse. Chloé est ma famille maintenant. Juste nous deux, construisant quelque chose de réel, d'honnête et de bon. Nous avons créé de nouvelles traditions. Les soirées cinéma du jeudi, les gaufres du dimanche matin, les excursions mensuelles au musée des sciences où elle me fait des conférences sur la biologie marine jusqu'à ce que j'ai la tête qui tourne. Notre appartement est petit mais plein de lumière, décoré de ses dessins de créatures sous-marines et de photos de nous deux lors de diverses aventures. Son spécialiste de la vision dit qu'elle pourrait être candidate à une nouvelle procédure chirurgicale dans quelques années, quelque chose d'expérimental mais prometteur. Nous sommes prudemment optimistes, mais même si sa vue ne s'améliore jamais au-delà de ce qu'elle est maintenant, elle s'en sortira. Nous nous en sortirons. Parce que voici ce que ma famille n'a jamais compris à propos de Chloé. Son autisme n'est pas un défaut à accommoder ou un fardeau à gérer. C'est simplement une partie de qui elle est.
Entrelacée avec toutes les choses brillantes, belles et compliquées qui font d'elle ma fille. Elle perçoit le monde différemment de la plupart des gens. Remarque des choses que les autres manquent. Pense selon des schémas qui me laissent souvent du mal à suivre. Elle méritait des grands-parents qui célébraient son unicité. Elle méritait une tante qui lui montrait de la patience et de la gentillesse. Elle méritait des cousins qui l'incluaient, même lorsque cela demandait un effort supplémentaire. Elle méritait mieux qu'eux. Et maintenant qu'ils sont sortis de nos vies, elle a exactement ce qu'elle mérite. Une mère qui mettrait le feu au monde pour la protéger et l'espace pour devenir celle qu'elle est censée être. Je garde une seule photo de ce Thanksgiving, prise quelques minutes avant la catastrophe. Chloé dans sa robe violette avec des étoiles argentées, assise dans le fauteuil avec son livre, un petit sourire sur son visage. Ses deux yeux intacts, tout son avenir s'étendant devant elle, encore innocente de la cruauté qui l'attendait. Parfois, je regarde cette photo et je sens la colère monter à nouveau. Parfois, je la regarde et je pleure. Mais la plupart du temps, je la regarde et je me souviens pourquoi je me suis battue si fort, pourquoi j'ai refusé d'accepter le jugement de ma famille selon lequel ma fille avait moins de valeur que leurs autres petits-enfants. Elle valait chaque instant de la bataille. Elle vaut tout. Et si jamais quelqu'un essaie de lui faire du mal à nouveau, je serai prête. J'ai appris qu'espérer le meilleur ne suffit pas. Il faut être prêt à faire tout ce qu'il faut pour protéger les personnes que l'on aime, même si cela signifie devenir quelqu'un que l'on ne s'attendait jamais à être. Mon nom est Lindsay Preston. Ma fille s'appelle Chloé, et ceci est l'histoire de comment j'ai détruit ma famille pour nous sauver toutes les deux. Mise à jour, 18 mois plus tard. Plusieurs personnes ont demandé une mise à jour. Alors, la voici. Danielle a purgé 14 mois avant d'être libérée sur parole pour bonne conduite. Elle vit maintenant dans un 2 pièces en périphérie de Cleveland, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ses enfants lui rendent visite une fois par mois dans des conditions supervisées. Le tribunal a déterminé que ses problèmes de gestion de la colère nécessitent un suivi continu avant qu'un accès non supervisé puisse être envisagé. D'après ce que j'ai entendu par des connaissances communes, elle suit une thérapie obligatoire et est sobre depuis 7 mois. Mon père a eu une légère crise cardiaque en février. Il a survécu mais a été contraint de ralentir, ses rêves de reconstruire son entreprise de construction officiellement abandonnée. Ma mère s'occupe de lui maintenant, leurs rôles inversés par rapport à la dynamique qu'ils ont maintenue tout au long de leur mariage. L'enquête pour fraude de la compagnie d'assurance se poursuit, bien que je m'attende à ce qu'elle se règle discrètement. Mitchell s'est remarié. Sa nouvelle femme a 28 ans et travaille dans le marketing pour l'un des concessionnaires. Les jumeaux semblent s'être raisonnablement bien adaptés, bien que Madison ait écrit une lettre à Chloé pour s'excuser de ne jamais l'avoir défendue. J'ai laissé Chloé décider de répondre ou non. Elle a choisi de lui répondre en expliquant qu'elle ne blâme pas ses cousins pour les actions des adultes. Elles ont échangé quelques lettres depuis. Rien de substantiel, mais un pont fragile vers quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une connexion. Quant à Chloé, elle est extraordinaire. Sa vision s'est stabilisée, et nous avons programmé la chirurgie expérimentale pour le printemps prochain. Les spécialistes sont optimistes. Plus important encore, elle est heureuse. Elle a fait une présentation à l'école le mois dernier sur les pieuvres géantes du Pacifique et a reçu une ovation debout. Sa professeure m'a envoyé une vidéo et je l'ai regardée environ 400 fois. Nous prévoyons le voyage à Monterey pour juillet. Elle a déjà fait un itinéraire détaillé complet avec des plans de secours pour chaque activité au cas où les plans principaux tomberaient à l'eau. Ses compétences organisationnelles continuent d'évoluer et j'ai plaisanté en disant qu'elle devrait devenir chef de projet si le truc de la biologie marine ne marchait pas. Elle m'a informé avec un sérieux caractéristique que les chefs de projet ont rarement l'occasion de nager avec des loutres. Je ne pense plus beaucoup à ma famille. Ils occupent un chapitre clos, pertinent seulement dans la mesure où ils ont façonné qui je suis devenue. La femme qui s'asseyait silencieusement à d'innombrables dîners pendant que sa fille était exclue, elle a disparu. À sa place se trouve quelqu'un de plus féroce, quelqu'un qui a appris que les limites nécessitent d'être appliquées et que l'amour signifie parfois partir en guerre. Aux parents qui lisent ceci et qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, vos enfants ne sont pas des fardeaux.
Ils ne sont pas des problèmes à résoudre, à gérer ou à cacher. Quiconque les traite comme moins que pleinement humains ne mérite pas d'avoir accès à leur vie, indépendamment des liens du sang ou des obligations familiales. Protégez-les. Battez-vous pour eux. Mettez le feu à tout s'il le faut. Ils en valent la peine. Ils en valent toujours la peine. Dernière modification. Oui, j'ai été initialement inculpée d'agression aggravée pour avoir attaqué Daniel. Cependant, mon avocat a fait valoir que j'avais agi immédiatement après avoir vu mon enfant handicapé être violemment attaquée alors qu'elle saignait encore sur le sol, un état de trouble émotionnel extrême et temporaire que la loi de l'Ohio reconnaît comme un facteur atténuant. Le procureur a finalement proposé un accord de plaidoyer. Les charges ont été réduites à une simple agression et j'ai reçu 2 ans de mise à l'épreuve, des conseils obligatoires en gestion de la colère et des travaux d'intérêt général. J'ai rempli toutes les exigences sans incident. Ce n'était pas une exonération complète, mais étant donné que ma fille venait d'être mutilée par sa tante, le tribunal a fait preuve d'une clémence pour laquelle je reste reconnaissante. Et non, je ne me sens pas coupable. J'aurais aimé ne pas avoir eu à le faire. J'aurais aimé que ma sœur possède ne serait-ce qu'une once de décence. J'aurais aimé que mes parents interviennent au lieu de permettre que cela se produise. Mais dans les mêmes circonstances, je ferai le même choix à chaque fois. Certains monstres ont des visages familiers. Certaines familles sont du poison déguisé en tradition. Apprendre à reconnaître la différence est peut-être la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Chloé et moi construisons une nouvelle vie. Elle est plus calme que je ne l'attendais, plus douce que je ne le craignais. Nous avons l'une l'autre, et c'est plus que suffisant. C'est plus que tout.